L'ordre du jour de cette réunion comportait 22 points, dont 12 mesures générales comprenant 2 projets de loi et 10 projets de décret, 2 mesures individuelles et 7 communications. Je voudrais à présent évoquer avec vous les points qui ont été abordés et notamment donc les projets de loi. Il s'agit respectivement d'un projet de loi portant modification des articles 13 et 14 de la loi du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie et du projet de loi portant modification de l'article 18 de la loi du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ces 2 projets de loi modificatifs concourent à transposer dans la législation nationale le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'UEMOA désireux de s'installer dans notre pays, de s'inscrire à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et d'exercer sa profession sur le territoire national. Toutefois, les autres exigences de procédure tenant à la qualité de pharmacien, à l'autorisation du ministère chargé de la Santé et à la probité du demandeur demeurent en vigueur. Toujours concernant les mesures générales, je vais évoquer maintenant les projets de décret qui ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif de la fonction publique prévu par la loi du 23 novembre 2023 portant statut général de la fonction publique. Cet organe consultatif est chargé de statuer et de produire des avis pour orienter la prise de décision sur toutes les questions qui intéressent de façon générale l'administration publique et les fonctionnaires. Ce comité est composé de 16 membres, dont 8 membres pour l'administration publique et 8 membres pour les organisations syndicales. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière valable respectivement pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome à la Société ivoirienne d'exploitation de recherche, en abrégé SIER SARL, dans les départements de Mbato, de Toumoudi et de Tabo. Pour le manganèse à la Société Nava Ressources CISA, dans le département de Minignan. Pour l'or à la Société Mines et Exploration en Afrique de l'Ouest SARL, en abrégé Mines West Africa SARL, dans les départements de Bangolo et de Diokwe. Pour le nickel, l'argent, le cobalt, l'or et le cuivre, à la société Parnassa Invest SA dans le département de Biancouma. Et pour le lithium, à la société Calici Ressources SARL dans les départements d'Agboville et d'Azopé. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adopté le 17 mars 1992 à Helsinki, en Finlande, et amendé le 28 novembre 2003 et conformément à la décision donc, du 30 novembre 2012 qui clarifie la procédure d'adhésion. Cette convention invite les États à la coopération pour promouvoir l'utilisation et la gestion durable des ressources en eau transfrontalière
afin de prévenir les conflits dans les espaces transfrontaliers. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret est relatif à la ratification de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique, une institution publique internationale créée auprès de la BAD. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de prestations juridiques et de renforcement des capacités juridiques des agents nationaux spécialisés dans la négociation des transactions commerciales complexes et autres opérations souveraines y afférentes. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 millions d'euros, soit un peu plus de 19 milliards de francs CFA, 19 milliards 678 millions de francs CFA pour être précis, conclu le 5 février 2024 entre l'Institut du Crédit officiel du Royaume d'Espagne, ICO, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'investissement pour la résilience du littoral ouest africain, Waka Recipe, donc en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à intégrer et à harmoniser les politiques nationales de gestion des zones côtières afin de renforcer la résilience de ces espaces fragiles face aux effets des changements climatiques, particulièrement l'érosion côtière et les inondations. Le troisième décret concerne la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 649 881 757 yuan renminbi, soit environ 55 milliards donc, de francs CFA, conclu le 10 avril 2024 entre la Banque Export-Import de Chine, Exim Bank of China, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de douane intelligente en Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de moderniser davantage les services des douanes avec l'acquisition et l'utilisation de technologies avancées en vue de renforcer la sécurité des transits et d'assurer la fiabilité des opérations commerciales. Ces solutions numériques qui intègrent la connaissance automatique des documents et la traçabilité des marchandises devraient permettre d'améliorer les capacités de contrôle, de simplifier les échanges commerciaux et de fluidifier le transit. Le projet couvre 15 villes, à savoir Abidjan, San Pedro, Aboasso, Abengourou, Yamoussoukro, Daloa, Boaké, Korogo, Perkese-Dougou, Ouangolo-Dougou, Noé, Niablé, Takikro, Laléraba et Pogo. Le quatrième décret, enfin, qui a été adopté ce jour, porte sur la ratification du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans les domaines du tourisme et des activités touristiques commerciales, signé le 17 septembre 2018 à Doha. Cette convention vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle met en place les conditions favorables à l'augmentation du flux de tourisme et des investissements touristiques entre la Côte d'Ivoire et l'État du Qatar. Elle prévoit notamment la création de bureaux de promotion du tourisme, la simplification des procédures de voyage des touristes ressortissants des deux pays et un échange de soutien logistique au niveau international pour l'organisation d'expositions et de conférences internationales. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer les mesures individuelles. Le Conseil en a adopté 2, et ce, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre de ce ministère, donc, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de
Madame Joumana Souleyman Ali Gouneimat, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume hachémite de Jordanie, près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Rabat, au Maroc. Également, M. Dominique Favre a eu un agrément pour être nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer avec vous les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social de gouvernement PSGouv 2 à fin décembre 2023. Il ressort que des progrès importants ont été réalisés dans plusieurs secteurs grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires au développement et des communautés locales, ainsi qu'à la participation de tous. En effet, le PSGouv 2 a permis la construction de 305 salles de classe, l'électrification de 625 localités, portant ainsi le taux d'électrification à 86,2%. Il convient de rappeler qu'en 2011, nous avions un taux d'électrification de 33,1%. Aujourd'hui, nous en sommes à 86,2%, ce qui nous montre que la promesse du chef de l'État d'atteindre les 100% de taux d'électrification en 2025 reste à notre portée quand on regarde donc l'évolution de ce taux d'électrification. À cela, il faut ajouter, donc à toutes ces réalisations qui ont été faites, il faut ajouter la distribution de plusieurs millions de manuels et de kits scolaires, l'accès à des services de santé de qualité avec des établissements sanitaires nouvellement construits et équipés pour répondre aux besoins de nos communautés. En outre, environ 200 000 jeunes ont bénéficié de l'insertion professionnelle, leur offrant ainsi la possibilité de contribuer pleinement au développement du pays. Ces efforts ont été complétés par des mesures de solidarité envers les populations vulnérables, avec des transferts monétaires à 200 000 ménages, démontrant la détermination du gouvernement à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'inclusion sociale. Ainsi, à fin 2023, le taux d'engagement global a atteint les 78,41%, soit un engagement de 774,4 milliards de francs CFA sur 987,6 milliards de francs CFA prévus au budget du PSGouv 2 au titre de l'année 2023. Le montant effectivement décaissé se chiffre donc à 683,8 milliards de francs CFA, soit 69,24% de l'engagement. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, notamment le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire aux réunions de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 15 au 21 avril 2024 à Washington, aux États-Unis. Les travaux auxquels a pris part la délégation ivoirienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, ont mis en lumière la résilience de l'économie mondiale projetée à 3,2% de croissance et la réduction de l'inflation globale à 2,8% à fin 2024. En dépit du contexte géopolitique défavorable en Europe de l'Est et des foyers de tension ailleurs dans le monde. De même, les performances de l'économie nationale ont été réaffirmées à l'occasion des travaux et lors des rencontres tenues avec les
plus hauts responsables des institutions financières internationales autour des problématiques liées aux questions climatiques et à la dette souveraine. Aussi, la délégation a sollicité et obtenu pour la Côte d'Ivoire, auprès de la Banque mondiale, la conduite d'une étude stratégique sur la qualité de la croissance en vue de soutenir la préparation du PND 2026-2030 et d'appuyer la politique de transformation structurelle de l'économie nationale engagée par le gouvernement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Shell Exploration pour les blocs CI 602, CI 603 et CI 707, situés dans la marge ouest du bassin sédimentaire en eau profonde. Le Conseil a donné son accord pour l'entame de négociations avec la société Shell Exploration, qui dispose des compétences techniques et de la capacité financière nécessaires à la réalisation des travaux d'exploration dans ces blocs pétroliers jusque-là insuffisamment explorés. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en exploitation des postes de péage de Bozi et de Gonaté sur la route Yamoussoukro-Boiflé-Daloa. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier reliant Yamoussoukro à Boiflé-Daloa ont débuté en 2017 et la route a été achevée et livrée à la circulation en 2023. Afin de préserver cet important patrimoine routier, supportant une grande partie des échanges routiers intérieurs, son entretien régulier et son maintien en bon état de carrossage ont été concédés au Fonds d'entretien routier Le Fer. À cet effet, 2 postes de péage ont été construits, dont un à Bozi, sur la section Yamoussoukro-Boiflé, et l'autre à Gonaté, sur la section Boiflé-Daloa. Ces 2 postes à péage entrent en exploitation ce vendredi 10 mai 2024, suivant la grille tarifaire ci-après appliquée par classe de véhicule et par passage à chaque poste de péage. Classe 1, les véhicules légers, 500 francs par poste de péage. Classe 2, les véhicules intermédiaires, 1500 francs par poste de péage. Classe 3, les poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux, 2500 francs par poste de péage. Classe 4, les poids lourds, autocars et autres véhicules à 3 essieux et plus, 3500 francs. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des objectifs 2024 du programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv 2023-2025. Les objectifs du PJGouv pour l'année 2024 s'articulent essentiellement autour d'activités liées à la consolidation des acquis et à la poursuite de l'exécution des chantiers de développement et d'épanouissement de la jeunesse. Il se décline en 3 axes, à savoir l'accélération de la formation, l'insertion professionnelle et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse et l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. L'ensemble des initiatives et des réformes prévues sous ces différents axes est estimé à 438,4 milliards de francs CFA et devrait permettre d'impacter environ 1,5 million de jeunes et de construire ou de réhabiliter 142 infrastructures de jeunesse. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés,
Le Conseil a adopté une communication relative aux opérations de don de sang dans les ministères et institutions de l'État. Depuis 2022, le Centre national de transfusion sanguine réalise des performances notables suite à la réhabilitation de ses infrastructures et au renforcement de ses capacités de mobilité, de prélèvement et de production opérées par le gouvernement. Ainsi, en 2023, le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, a produit 234 011 poches de sang, représentant 94% de la couverture des besoins nationaux en produits sanguins. Toutefois, selon les normes de l'OMS, une production additionnelle de 70 000 poches de sang par an reste nécessaire pour assurer à notre pays la pleine autosuffisance en produits sanguins et un niveau optimal de fonctionnement du système sanitaire. À cet effet, une campagne de don de sang dans les ministères et institutions de l'État aura lieu tous les 3 mois sous la conduite du CNTS. Le Conseil invite toutes les catégories socio-professionnelles de l'ensemble de ces structures étatiques à réserver un accueil favorable aux agents du CNTS. Ce dernier point épuisait les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous avons eu 2 points de divers. Un point qui est une communication du ministre des Finances et du Budget. Le second point, comme d'habitude, fixant la date du prochain Conseil. Le Conseil a entendu une communication du ministre des Finances et du Budget relative à la performance de l'économie de notre pays. Il ressort de cette communication que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Cette résilience de notre économie est due essentiellement à sa diversification. Vous vous souviendrez très certainement que le chef de l'État s'était engagé à une transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Cette politique tend à porter ses fruits puisque la croissance de notre économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8%, bien que nous demeurions un pays agricole avec des performances que vous connaissez, premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de part de marché, et depuis 2015, premier producteur mondial de noix de cajou avec plus de 20% de la production mondiale. Je passe les autres performances, au niveau du caoutchouc avec l'EVA notamment. Le chef de l'État s'est félicité de ces performances qui, de son point de vue, restent exceptionnelles, vu que la plupart des pays qui figurent dans ce classement de top 10 des économies africaines ont leur économie qui repose sur les industries extractives, notamment le pétrole et les minerais. À cela, il faut ajouter le fait que leur démographie soit plus importante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le chef de l'État a adressé un satisfecit à l'ensemble du gouvernement et notamment au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget. Tel est, mesdames et messieurs, le point de divers qui a été abordé et le prochain conseil a été fixé au 22 mai 2024. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Sur le Conseil. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Le Conseil des ministres a adopté une mesure selon laquelle il est désormais permis à tout pharmacien de l'espace UEMOA, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, de pouvoir s'installer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire créer sa pharmacie. J'aimerais savoir si cette mesure vise à respecter un traité, la clause d'un traité international, ou c'est juste pour trouver du boulot à des frais de l'UEMOA, et puis que gagne la Côte d'Ivoire dans tout ça. Puis encore, est-ce que la qualité et l'efficacité des médicaments seront garanties? Seconde préoccupation sur le Conseil, vous veniez de le dire, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 premières économies d'Afrique en se plaçant à la 9e place derrière la Tanzanie, 3e pays francophone derrière l'Algérie et le Maroc. Et devant la Tanzanie. Devant la Tanzanie, à Alhamdoulilah. 2e derrière le Nigeria dans l'espace CEDEAO, mais les Ivoiriens disent qu'ils ont faim, qu'ils ne sentent pas cela. Bon, je ne sais pas comment se fait le classement. Qu'est-ce que l'État peut faire, le gouvernement peut faire pour qu'on sente vraiment que nous sommes devant les autres? Merci. Alors, en ce qui concerne donc la première question, inévitablement, je l'ai indiqué, il s'agit donc de transposer dans la législation nationale donc une directive de notre espace. Donc, vous-même, vous avez répondu en quelque sorte donc à la question. Et j'ai précisé, lorsque je lisais le communiqué, qu'il faut déjà être inscrit à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il y a des critères pour pouvoir s'inscrire à l'Ordre des pharmaciens, mais au-delà, nous avons précisé que toutes les procédures qui tiennent donc de la qualité du pharmacien à l'autorisation du ministère de la Santé sont en vigueur. Donc cela ne se fait pas sans contrôle, mais vous avez raison, il s'agit donc d'une transposition dans notre législation nationale d'une directive de notre espace. Notamment donc de l'UEMOA, puisqu'il s'agit de cet espace-là. Pour la seconde question, c'est une question un peu bateau, je dirais, mais si vous la mettez en relation avec le PS-Gouv, dont je viens de vous donner les résultats en 2023, eh bien, vous voyez comment est-ce que les populations bénéficient donc de ces performances de notre économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en passe d'atteindre les 100% de taux d'électrification en 2025. Voilà une des, je dirais, redistributions de la richesse. Je vous ai annoncé plus de 300 établissements qui ont été construits. Voilà une des performances de notre économie. Si j'y ajoute les questions d'adduction d'eau ou alors les routes, voilà autant de formes de redistribution de richesse. J'ai parlé dans le bilan de ce PS-Gouv donc de l'amélioration des conditions de soins de santé. Voilà encore une autre preuve de la distribution donc, de ces ressources. Donc vous comprenez que toutes ces performances économiques reviennent aux populations d'une façon ou d'une autre. Il ne s'agit pas de nous aligner et puis de nous remettre de l'argent, mais chaque fois que nous facilitons les transports, chaque fois que nous améliorons les soins de santé, avec notamment la couverture maladie universelle qui aujourd'hui atteint près de 12 millions de personnes inscrites, chaque fois que nous facilitons l'accès à l'école, avec la construction de collèges de proximité, ou alors pour les soins de santé, des centres de santé de premier contact, de sorte qu'un Ivoirien n'ait pas parcouru plus de 5 km pour pouvoir avoir accès donc, à un centre de santé de premier contact, eh bien, nous redistribuons
donc les fruits de ces performances de notre économie. Je pourrais vous citer moult exemples comme ça qui vont jusqu'aux universités que nous sommes en train de construire aujourd'hui par district pour éviter que tous les enfants du pays aient à se rendre à la seule université que nous avions jusqu'alors à Abidjan. C'est une forme de redistribution de la richesse. Mais je peux ajouter, dans le cadre de la protection du portefeuille donc, de l'Ivoirien, toutes les subventions que l'État apporte. L'État subventionne, et vous le savez très bien, le carburant. L'État subventionne le gaz. Autant de choses qui font qu'aujourd'hui, nous ayons, en termes de coût de carburant, un des coûts qui soit le moins élevé sur tout notre espace. Donc voilà autant d'efforts que l'État fait pour pouvoir redistribuer la richesse donc, de notre croissance et donc de ses performances économiques. Nous les vivons au quotidien, mais je peux comprendre que c'est devenu tellement évident aujourd'hui d'appuyer sur un interrupteur que l'on ne sait pas d'où nous venons. Mais je l'ai rappelé, nous avions 33% de taux d'électrification en 2011. Nous en sommes aujourd'hui à 86%. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est à un taux de couverture d'électrification de 86%. Félicitations déjà. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que, Monsieur le ministre, avoir l'électricité à la maison, chez soi, sans faire pleurer l'Ivoirien lambda. D'autant plus que, Monsieur le ministre, je ne rentrerai pas dans certains débats, je dirais que les taxes de redevance RTI et les timbres d'État qui restent fixes sur nos factures d'électricité. Et au-delà de ça, d'autres taxes, en l'occurrence les redevances du ramassage d'ordures ménagères, l'électrification rurale, grimpent chaque jour, ce que fait pleurer l'Ivoirien lambda. Monsieur le ministre, alors, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi les taxes grimpent? Et aussi, la Côte d'Ivoire qui produit et vend l'électricité à certains pays de la sous-région. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'électricité est si chère? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Quand on parle d'électricité si chère, c'est certainement en comparaison à d'autres pays. J'aurais aimé que nous ayons donc ces éléments de comparaison. Je peux vous affirmer que sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le pays qui a l'électricité la moins chère possible. L'électricité est d'ailleurs subventionnée dans notre pays puisque le coût de vente de l'électricité est inférieur à son coût de production. C'est bien parce que notre économie est performante que nous pouvons nous permettre, en tout cas pour le moment, de subventionner cette électricité. Je sais qu'en toile de fond, il y a la question de l'augmentation des 10%, donc je préfère qu'on en parle tout de suite, puisque nous parlons d'électricité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%. Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. C'est juste une perception et je voudrais expliquer. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années, c'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril-mai sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Par contre, au mois de septembre, nous avons une baisse parce qu'il fait moins chaud. Donc, si vous prenez vos factures, et je voudrais vraiment, sans rentrer dans la polémique, inviter chacun de nous à cet exercice. Vous allez voir qu'au mois de mars, nous avons toujours un pic de consommation. Mais partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que cette année, il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde.
Combien d'entre nous, pour ceux qui utilisent les climatiseurs, n'ont pas eu l'impression que leur climatiseur était en panne tant il rafraîchissait à peine leur pièce? Parce qu'en période de chaleur, tous nos appareils électroménagers souffrent. Ils fournissent plus d'efforts. Il y a une demande en énergie qui est plus élevée. C'est tout cela qui fait augmenter véritablement notre consommation. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait eu cette augmentation de 10% ou pas, dans tous les cas, nous aurions eu une augmentation sur nos factures. Maintenant, il y a eu cette augmentation et le sentiment que nous avons, effectivement, quand nous ne faisons pas donc ce recul, c'est que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté plus qu'il n'en fallait. C'est nos habitudes de consommation qui ont changé. Nous allumons plus souvent nos différents appareils, que ce soit les ventilateurs ou alors les climatiseurs. Nos appareils électroménagers demandent plus d'énergie à cause de la chaleur autour, que ce soit les réfrigérateurs ou les congélateurs, etc., pour ceux qui en ont. Ce qui a été noté pour cette année, c'est que les ménages qui ont environ des 5 ampères donc comme abonnement ont eu une augmentation de consommation d'environ 16%. Si vous ajoutez dessus les 10% d'augmentation, ça fait 26%. Si vous prenez ceux qui ont 10 ampères et plus, ils ont une augmentation donc de leur consommation due à ce changement d'habitude de consommation qui tourne autour de 40%, dont 36 à 40%. Si vous ajoutez les 10%, ils se retrouvent facilement à 46-50%. Donc, ceux qui disent qu'ils ont eu une augmentation d'environ 50%, ils n'ont pas tort. Mais dans ces 50%, il y a environ 36% qui est dû à la forte demande en énergie électrique due à la chaleur qui sévit aujourd'hui. Le gouvernement n'a aucun intérêt, avec tous les efforts qui sont faits au quotidien, pour soulager le portefeuille du consommateur ivoirien, à encourager donc une augmentation qui sortirait des indications qu'il a données. Je voudrais rappeler qu'en 2019, sans que personne n'ait demandé, le gouvernement a décidé d'une baisse de 20% du tarif de l'électricité pour les petits ménages, ceux qui ont des abonnements de 5%, de 5 ampères, ceux qui ont des abonnements de 5 ampères. Il y a eu une baisse, vous vous en souvenez très certainement, en 2019 de 20%. Le président de la République, toujours soucieux du plus grand nombre des populations, puisque c'est ce plus grand nombre qui a un abonnement donc de 5 ampères, n'a pas fait d'augmentation sur donc, ceux qui ont les 5 ampères lors de la dernière augmentation qu'il y a eu. De sorte qu'aujourd'hui, c'est leur première augmentation qui est de 10%. Mais en tout état de cause, même quand on ajoute ces 10%, ils sont en dessous de ce qu'ils auraient payé en 2018 si on n'avait pas eu cette baisse de 20%. Donc vous voyez, tout est fait pour protéger le portefeuille donc, du citoyen ivoirien, pour protéger le portefeuille de ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Donc je voudrais juste que nous regardions nos habitudes de consommation et je voudrais en même temps encourager la compagnie ivoirienne d'électricité d'intensifier ses campagnes de sensibilisation. Il y a eu une campagne qui est passée pour demander de régler les thermostats des climatiseurs à une certaine température si on voulait avoir une consommation économique, pour demander de ne pas laisser les lumières allumées quand on sort d'une pièce, etc. Il y a tout un ensemble de dispositifs, d'habitudes que nous pouvons avoir pour réduire nous-mêmes notre consommation, comme ne pas laisser la climatiseur allumée dans une pièce où on n'est pas, simplement parce qu'on veut qu'elle soit fraîche avant qu'on arrive. Voilà autant de comportements qui, certes, nous font du bien, mais ont un coût qui se ressent après sur notre facture. Et la compagnie ivoirienne d'électricité est très proactive. Elle répond aux clients pour peu que les clients acceptent
de lui poser des problèmes. Il y a un numéro court qui a été donné. J'encourage en tout cas chacun de nos citoyens à s'adresser à cette structure qui bénéficie d'une concession de l'État et elle pourra apporter toutes les réponses et toutes les explications nécessaires donc, pour pouvoir faciliter la compréhension donc, de cette augmentation que nous avons perçue. Mais vous pourrez observer que pour les factures qui vont arriver en octobre, novembre, il y aura une baisse parce qu'en général, en septembre, la demande est moins forte, la consommation est moins importante et cela se ressent aussi sur les factures. Voilà rapidement ce que je peux dire puisque vous offrez l'opportunité de parler donc de cette question. Voilà ce que je peux vous en dire. Bonjour, Monsieur le ministre. Jules Eugène Da pour artici.info. Monsieur le ministre, je voulais aborder la question de permis d'exploration. Le gouvernement vient d'attribuer encore quelques permis de recherche. Je voulais savoir, entre la recherche et l'exploitation, est-ce qu'il y a une différence? Parce que quand on entend ici recherche, mais sur le terrain, on voit une exploitation. Deux, Monsieur le ministre, je voulais savoir également comment le gouvernement suit-il les activités de ces opérateurs sur le terrain pour savoir si les cahiers de charges relatifs aux questions d'environnement sont respectés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Oui, il existe évidemment une différence entre les permis de recherche qui, comme son nom l'indique, concernent la recherche. Et une fois que vous découvrez, en ce moment, vous demandez un permis d'exploitation qui déclenche en même temps les négociations avec l'État sur le partage donc, de revenus de cette exploitation-là. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. En sachant que parfois, la recherche peut être infructueuse. Donc, toutes les entreprises qui s'engagent dans la recherche sont des entreprises qui, en général, ont de gros moyens et qui peuvent, sur plusieurs exercices de recherche, découvrir ou non un filon quand il s'agit donc de minerais ou bien alors un puits quand il s'agit donc de pétrole. Maintenant, pour ce que vous avancez, je ne peux pas l'attester d'ici, de dire que parfois les permis de recherche débouchent sur des exploitations. Il faut faire confiance à nos services. Notre administration est outillée et nous avons une structure, la SODEMIN, qui également est outillée. Je pense que les experts donc, de ces différentes structures sont chargés de veiller à l'application donc, de tous ces textes qui sont pris. Donc je ne peux pas laisser sous-entendre que les fonctionnaires ivoiriens ne font pas leur travail. Si tel était le cas, je serais très heureux que vous nous apportiez la preuve plutôt qu'une simple déclaration. Aujourd'hui, tout est fait en sorte que tout soit respecté. Et vous avez pu voir récemment qu'un important gisement d'or a été trouvé. Donc, il y a eu la phase de recherche, il y a la phase de découverte, on va passer maintenant à la phase d'exploitation. Et là, les discussions s'engagent avec l'État pour voir quelles sont les parts, qu'est-ce qui revient à l'État. Voilà. Et donc, l'État a tout intérêt à ce qu'il y ait des permis de recherche et prier pour que ces permis de recherche débouchent sur des découvertes. Nous sommes heureux que la société Eni ait découvert un puits important de pétrole qui va atteindre sa phase de croisée d'exploitation en 2026 et puis qui va nous faire entrer donc, dans le clan serré des pays producteurs de pétrole. Donc vous voyez, il y a la phase de recherche qui est totalement différente de la phase d'exploitation. Bien, Kwasi, Monsieur le ministre, lors de ma première question, il y a un pan de ma question qui n'a pas trouvé réponse, s'agissant pourquoi l'augmentation des taxes ménagères sur l'électricité. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous l'avez annoncé, la compagnie ivoirienne d'électricité est proactive face à nos
doléances lorsque nous les appelons. Ben, Monsieur le ministre, la CIE, parlons de la CIE. Le chef de l'État l'avait annoncé lors de la célébration de la fête du travail le dimanche 1er mai 2016. Je le cite, la Côte d'Ivoire va mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix. Monsieur le ministre, 8 ans après, la CIE demeure la seule société de distribution d'électricité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui n'a pas marché 8 ans après. Merci. Vous savez, quand on fait ce genre de raisonnement, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez très bien que dans le secteur de l'eau, ça a été libéralisé et qu'il n'y a pas qu'une seule société qui produit de l'eau aujourd'hui. Il va inévitablement sans dire que certains se sont intéressés à la production de l'eau. Lorsque nous aurons des offres intéressantes sur la production d'électricité, le gouvernement analysera. Pour ce qui concerne les taxes, j'aurais aimé avoir un comparatif parce que je ne peux pas affirmer que les taxes ont augmenté. En général, elles sont fixes. La redevance n'a pas augmenté, la redevance télé n'a pas augmenté. Elle est fixe depuis. Et je pense qu'il en est de même pour les taxes ramassage d'ordures ménagères et autres taxes. Donc, si on a un comparatif, en ce moment-là, je pourrais répondre. Il faut savoir que la politique donc, de ramassage d'ordures a aussi évolué depuis donc, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Cela peut s'expliquer, mais si je n'ai pas de justificatif, je ne peux pas répondre à des questions dont je n'ai pas tous les éléments. Bien. Je pense que nous avons fini les questions sur le Conseil. Et je reste ouvert pour les questions d'actualité, si éventuellement il y en avait. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Monsieur le ministre, demain, le PPACI sera en convention à l'Ivoire pour investir leur candidat, leur président, qui sera le candidat pour l'élection présidentielle. On sait qu'il fait l'objet d'une condamnation de la justice qui l'empêche d'être candidat en 2025. Alors aujourd'hui, ses partisans et lui appellent à un règlement politique de cette situation-là. Ils appellent notamment à un dialogue avec le gouvernement. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, aujourd'hui, on se dit que ce dialogue-là peut être ouvert ou définitivement c'est une affaire de la justice? La chute de votre question est fort intéressante parce que jusqu'à présent, j'ai été constant dans mes réponses. C'est une affaire de justice. Le gouvernement ne saurait répondre donc de l'inscription sur les listes électorales, encore moins de décider de qui est candidat et qui ne l'est pas. Donc, de notre point de vue, c'est une question qui revient donc aux institutions chargées de régler donc ce type de questions-là. Monsieur le ministre Yapi Koulibaly, je reviens émérite journaliste au quotidien Le Jour. 2 confrères à l'international ont informé que le président de la République s'apprête à remanier son équipe gouvernementale. Sans les nommer, les 2 équipes périodiques ont confié que des ministres dont le rythme de travail ne satisferait pas le chef de l'État seront remplacés. Après une telle information, dans quel esprit vos distingués et remarquables collègues et vous-même êtes-vous? Anxiété, crispation, peur? Seconde préoccupation. Lors du dernier Conseil des ministres, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la nature de certaines recettes de services recouvrées par les services administratifs publics en recettes fiscales et le projet de loi de ratification y afférent. 122 greniers avaient été découverts. Avec l'ouverture des concours au titre de l'année 2024, est-ce que toutes les dispositions sont prises à ce jour pour que ces recettes aillent véritablement dans la seule caisse de l'État
et non à droite, non à gauche. Premièrement, nous continuons de travailler. On vient d'un conseil des ministres. Hier, on avait un conseil de gouvernement. Nous continuons de travailler. Chacun de nous est un agent au service de l'État. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire parce que cela reviendrait de me demander de rentrer dans la tête de chacun des ministres. Mais ce que je note, c'est que nous travaillons avec le même enthousiasme. Et je peux vous dire que cet enthousiasme a été décuplé lorsque le chef de l'État a félicité aujourd'hui l'ensemble du gouvernement pour les performances de notre économie. Pour la seconde question, il ne faut pas prendre à la légère la signature du gouvernement. Lorsqu'un décret est pris, c'est pour qu'il soit appliqué. Et chaque démembrement de l'administration est chargé de veiller à son application et l'administration se donne en même temps les moyens, non seulement de la mise en œuvre, mais du contrôle de cette mise en œuvre. Et le chef de l'État, je l'ai indiqué ici, est en train, par la mise en place d'institutions, de renforcer les règles de bonne gouvernance dans notre pays. Tout le monde se souviendra de ce communiqué de la Cour des comptes qui a été brandi comme si c'est maintenant qu'on découvrait la Cour des comptes. Elle existe depuis bien longtemps et ces communiqués sont publics. Évidemment, c'est très technique et seule une catégorie de personnes intéressées, de sachants, va sur le site de la Cour des comptes pour prendre les informations. Mais j'invite chacun des citoyens à aller à l'information. Il n'y a pas de secret. Depuis que le président Ouattara est là, notre pays est ouvert. Notre pays est transparent. Les règles de gouvernance sont connues de tous. Et donc, nous nous donnons les moyens du contrôle également. Et d'ailleurs, cela me permet de revenir sur un point important. Le chef de l'État, en saluant les performances de notre économie, a dit que un point plus accru serait mis sur les questions donc de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Notre pays a fait un bond. Nous sommes passés de la 99e place, si je me souviens, à la 87e. Mais le chef de l'État pense que nous devons faire encore mieux. Et donc, un accent particulier sera mis sur donc, la lutte contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance. Donc, je pense que cette adresse du chef de l'État est une réponse à votre question. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Francis Kofi de Live TV. Monsieur le ministre, il y a des étudiants en médecine des universités de Côte d'Ivoire qui se plaignent que jusqu'à présent, les bourses de l'année dernière n'est pas payées dans la totalité. Donc, ils demandent, qu'est-ce que vous répondez à cela? Je leur réponds de s'adresser au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui très certainement saura leur donner les explications ou apporter donc une réponse idoine à leurs préoccupations. Ok. Aussi la semaine dernière, le président du FPI, le président Afi, qui a dénoncé les nominations inutiles, selon lui, du gouvernement. Et aussi, il a insinué que la réconciliation est inachevée. Qu'est-ce que vous répondez? Monsieur Pascal Affi-N'Guessan est dans son rôle d'opposant. C'est vrai qu'il y a eu à un moment un accord qui était circonstanciel, c'était un accord électoral, mais monsieur Pascal Affi-N'Guessan reste un opposant. Il est dans son rôle.
Monsieur le ministre Cyprien Kwasi, encore pour Abidjan.net, j'ai 2 dernières questions pour ce conseil. Monsieur le ministre, concrètement, quelle est la valeur ajoutée des nominations des ministres d'État conseillers à la présidence sur le quotidien des Ivoiriens, vu que ça sera encore dans la poche du contribuable ivoirien? Et aussi, la Côte d'Ivoire vient de suspendre de manière temporaire des achats d'exportation et d'achat de la noix brute de cajou. On souhaiterait savoir pourquoi cette décision, monsieur le ministre. Vous pouvez reprendre la dernière question, s'il vous plaît. Oui, je disais, la Côte d'Ivoire vient de suspendre de manière temporaire les achats et les exportations de noix de cajou brute. Voilà. Merci. Je ne suis pas habilité à porter un jugement sur les nominations que le chef de l'État fait, parce que c'est lui qui nomme ses collaborateurs. La seule chose que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas le seul pays où certains collaborateurs du chef de l'État sont ministres conseillers. Plusieurs pays ont, je dirais, des ministres conseillers, ou alors, même si l'appellation change de, je dirais, de terminologie, ça reste la même chose. Donc, c'est des collaborateurs du chef de l'État. Il ne faut pas qu'on ait peur du mot ministre, parce que dès qu'on entend ministre, tout de suite, ça ramène à d'autres réalités. Ils sont certes ministres, ils ont le rang de ministre, mais ils sont conseillers du chef de l'État. Donc ça, je voudrais que ce soit su pour éviter cet amalgame. Ce ne sont pas des membres du gouvernement. Ils ne siègent pas au gouvernement. Ce sont des personnalités qui sont avant tout donc, des collaborateurs du chef de l'État. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Bon, après, vous savez, la propagande est ce qu'elle est. On peut faire croire que le nombre de ministres est passé de 33 à 40. Il n'en est rien. Au Conseil de gouvernement, on n'a pas ajouté une seule chaise de plus. Parce que le siège du Conseil de gouvernement est le lieu où siègent les ministres du gouvernement. Les autres ministres, collaborateurs du chef de l'État, donc ministres conseillers, ministres directeurs de cabinet, sont autour du chef de l'État. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette question. Pour la seconde question, notre pays a décidé de transformer ses matières premières. Je vous ai annoncé que nous étions premier producteur de noix de cajou, mais nous sommes 3e transformateur de noix de cajou. Avec quelques efforts, nous pouvons conquérir la première place, surtout que je vous l'ai dit, la volonté du président est forte de transformer de façon profonde notre économie par son industrialisation. Si on permet de faire sortir la noix brute, les entreprises locales qui se sont engagées dans la transformation peuvent ne pas avoir de matières premières. Donc, nous protégeons notre marché et si nous arrivons à transformer les 100% de notre production, en tant que premier producteur, il y a beaucoup de chances que nous soyons premier transformateur également. Bien. Je vous remercie pour votre participation au compte-rendu de ce conseil et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit.